Je me présente vite fait, moi c'est Angelina, je suis la secrétaire générale du comité de soutien à la révolution aux Philippines. Vous présentez les différents intervenants qu'on a aujourd'hui avant de commencer cette table ronde. Donc à ma droite, on a Augusta Epagna, qui est la coordinatrice générale de l'ADUP et membre de l'UPC Manidem du Cameroun. Après, à ma gauche, on a Youssef Boussouma, qui est un militant décolonial spécialisé dans l'histoire de la Palestine et qui est cofondateur des missions civiles en Palestine et du Parti des indigènes de la République et qui est actuellement à Parole d'honneur et au QG décolonial. Ensuite, tout à gauche, on a la camarade de l'URC, Tamara Kunana Yakam, qui est ancienne ambassadrice et représentante permanente du Sri Lanka auprès de l'ONU et ancienne présidente du groupe de travail intergouvernemental de l'ONU sur le droit au développement. Ensuite, à ma droite, on a Magualita Rivas, du coup, de l'ALBA-TCP, qui est secrétaire à la communication de l'ALBA-TCP en France. L'ALBA-TCP, qui a été créée en janvier 2005, est une plateforme historique et inédite pour l'intégration latino-américaine et caribéenne qui met l'accent sur la dimension sociale. Elle place la personne humaine au cœur de ses préoccupations, fondées sur la solidarité, la complémentarité, la justice et la coopération, unissant les capacités et les forces de ses pays membres. Et puis à ma gauche, on a Mondel de Kaubuntu, donc Kaubuntu qui est un parti politique indépendantiste et panafricaniste réunionnais. Ça veut dire qu'il lutte principalement pour l'indépendance de la Réunion, mais aussi pour bâtir l'unité politique, économique et culturelle de l'Afrique, et au-delà, qui se lutte pour la solidarité entre les peuples opprimés. Donc merci déjà à vous tous d'être là, on peut les applaudir bien fort. Et je propose qu'on commence avec Augusta. Merci pour cette petite introduction. Donc moi, comme ça a été dit, j'interviens au nom de la Dynamique unitaire panafricaine, qui est une plateforme d'organisation africaine et d'afrodescendants, dont l'objectif est de participer à la conquête de la souveraineté du continent africain et de parachever finalement ce qu'avaient justement engagé nos anciens, nos leaders de l'époque, et à travers les mouvements anticolonialistes, anti-impérialistes, et de parachever cette lutte pour une véritable libération du continent et des territoires afrodescendants, et surtout la construction de pouvoirs au service des peuples. Parce qu'au-delà du fait de bouter l'impérialisme hors de nos frontières et hors de nos territoires, il y a aussi la nature du projet qu'on veut porter. Et c'est bien là, un peu le débat sur lequel on s'est séparé tout à l'heure, c'était un peu ça. C'est-à-dire le contenu idéologique de ce qu'on porte. Une fois qu'on a chassé l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 29 pays africains et asiatiques, 6 pays africains, 15 pays asiatiques, 13 pays du Moyen-Orient, une trentaine de mouvements de libération ou de résistance ont fait la conférence de Bandung. La France envoie, parce que, alors ce matin j'ai entendu, je ne sais pas s'il y a, peut-être qu'il y a des gens qui auront des éléments par rapport à ça, mais moi en préparant mon intervention, ce que j'ai pu recueillir, c'est que les pays impérialistes avaient quand même des représentants. Et la France a envoyé, devinez qui? Léopold Sédar Senghor. Voilà, donc c'était Senghor qui représentait la France, hein. Donc on peut pas mieux dire, hein. Après c'est lui qui devient le premier président du Sénégal, etc., hein. La voie était toute tracée. De nombreuses personnalités de cette région du monde sont également présentes. Nasser pour le président de l'Égypte, Sihanouk, représentant du Cambodge, Ngozi Ndiem pour le Sud-Vietnam, Zhou Enlai pour la Chine. L'objectif premier de la conférence est d'affirmer ce qui était considéré comme la communauté internationale, la capacité des peuples du Sud, colonisés ou ex-colonisés, à s'autogérer, mais également, en pleine guerre froide, affirmer leur volonté de non-alignement. Menée par le leader indonésien Sukarno, cette conférence s'oppose au colonialisme de façon extrêmement forte dès le début. Elle appelle les peuples du tiers-monde, entre guillemets, encore colonisés, à lutter pour leur indépendance. L'Indonésie, premier pays du XXe siècle à prendre son indépendance dès 1945,
après Haïti, le 1er janvier 1804, inspire d'autres colonies où le sentiment nationaliste n'a cessé de croître depuis les années 30. Au Vietnam, les indépendantistes prennent les armes et déclenchent la guerre d'Indochine dès 1946, ainsi que la lutte d'indépendance et il y a également, bien évidemment, la révolution de 1949 du peuple chinois. Quels sont les objectifs de la conférence de Bandung? La lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Ils prennent également position contre la ségrégation et le racisme, la lutte contre Israël, vous voyez déjà à l'époque, hein, c'était très clair, et l'établissement de relations commerciales équitables entre pays développés et pays en voie de développement. Aucun de ces points n'a à être retiré de nos combats d'aujourd'hui. En fait, tous restent complètement d'actualité, parfois avec encore plus de force. Certains se posent même avec parfois plus d'acuité. Conscients de la nécessité d'aller plus loin, les pays du Sud se réunissent et créent le mouvement des non-alignés en septembre 61 lors de la conférence de Belgrade. Quelles conséquences de la conférence? Quelles répercussions? Bien que ne bouleversant pas l'ordre mondial, la conférence de Bandung permet tout de même de faire bouger les lignes, notamment en affirmant sa volonté de ne pas s'aligner sur la politique des blocs, donc à travers le mouvement des non-alignés, qui se mettra en place après, à travers l'admission de la République populaire de Chine au sein des Nations Unies. Le tiers-monde, entre guillemets, est reconnu comme un nouveau bloc. Les pays concernés prônent le mouvement des non-alignés et s'engagent à ne pas prendre part au conflit de la guerre froide. Autre engagement, initier la conférence de Belgrade en 61, ayant pour but de réaffirmer le mouvement des non-alignés. Cela conduit à une accélération de la décolonisation, comme en Algérie, mais après, il y a toute une série de pays, évidemment, qui vont poursuivre dans cette voie de décolonisation. Préfiguré par Bandung, le mouvement des non-alignés participe à l'évolution des équilibres géopolitiques. Après Bandung, la décolonisation s'étend au Ghana, 57, la Guinée en 58, 17 pays d'Afrique subsaharienne, dont 14 colonies françaises, acquièrent leur indépendance en 1960, parfois au prix de sanglantes guerres, sans pour autant être décolonisées. L'Algérie en 62, les colonies portugaises en 75, la défaite américaine au Vietnam, donc on l'a déjà dit, la fin de l'apartheid en 90. L'élargissement du mouvement à l'Amérique du Sud est renforcé dès la révolution cubaine en 59, ainsi que la préparation de la rencontre de la tricontinentale à La Havane en 1966. Mehdi Ben Barka, un des initiateurs de la tricontinentale, est assassiné à Paris en 1965 et Che Guevara est assassiné en Bolivie en 1967. Donc, ce qui veut dire qu'en même temps que s'organisent les pays du Sud, évidemment, l'impérialisme, le camp colonialiste redouble d'ardeur dans sa répression et dans sa volonté d'éradiquer ce mouvement émergent et qui prend de l'ampleur. En 1973, le mouvement des non-alignés, réuni à Alger, adopte le nouvel ordre économique qui sera voté aux Nations Unies en 1974. Il propose le contrôle des matières premières, le financement du développement, l'industrialisation, le contrôle des technologies et des multinationales. Le mouvement des non-alignés s'élargit, mais il va perdre de son tranchant au fur et à mesure qu'il s'élargit. En 2012, il représente 120 pays et près de 55% de la population mondiale. Mais il ne parvient pas à véritablement infléchir l'ordre mondial dominant impérialiste, qui s'adapte sans cesse aux nouvelles exigences du Sud en lutte. Alors, quelles ont été les alternatives face à l'ordre mondial impérialiste dominant? Depuis Bandung, les initiatives pour rassembler, coaliser les pays du Sud pour peser dans l'ordre mondial n'ont cessé de se mettre en place. Dans les institutions internationales, dans les décisions sur le plan politique, économique, social. Les initiatives n'ont pas manqué, mais toujours sans
malheureusement renversé l'ordre mondial dominant. En 61, c'est donc la conférence de Belgrade avec la création du mouvement des non-alignés. 63-64, la constitution du G77 avec pour objectif de relayer l'influence des pays du mouvement des non-alignés aux Nations Unies et qui compte 134 membres. En 66, c'est la conférence à La Havane des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, la tricontinentale, qui regroupe 82 pays du Sud et là, qui sur le plan idéologique prend un peu plus d'épaisseur et avec une affirmation plus tranchée d'une orientation idéologique en rupture avec le capitalisme. Il s'agit d'assister les mouvements révolutionnaires en Amérique latine, de soutenir les pays libérés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud et de dénoncer l'impérialisme américain. En 73, conférence d'Alger qui initie un nouvel ordre économique mondial permettra de déclencher un embargo pétrolier avec de lourdes conséquences et des conséquences marquantes pour le camp des pays impérialistes et notamment pour l'économie occidentale. Donc là, pour le coup, ça a un vrai effet. Il y a un vrai effet des actions mises en œuvre sur les pays occidentaux de la part du bloc des pays du Sud. En 2009, création des BRICS. Aujourd'hui, cette institution représente 51% de la population mondiale et près de 40% du PIB mondial. Il y a aujourd'hui 10 membres de plein droit, dont 5 États membres figurant parmi les 10 premières économies de la planète, quand même, et 9 membres partenaires avec pour objectif de remettre en cause la domination des puissances occidentales, notamment des États-Unis, dont le dollar domine le commerce. Les BRICS visent à se positionner dans la recomposition de l'ordre mondial en favorisant la coopération entre pays membres. Lors du sommet d'octobre 2024, la discussion sur la création d'une nouvelle monnaie s'est poursuivie avec pour perspective la création d'une monnaie alternative au dollar, monnaie appelée l'unité et qui serait adossée à l'or. Bon, mais qui n'est toujours pas en place. Hein. Bon. Il est indéniable que les pays du Sud se sont organisés et ont créé des dynamiques pour desserrer l'étau de la domination impérialiste. Mais l'ordre mondial dominant perdure et l'impérialisme s'adapte, récupère les revendications et les détourne à son avantage. Il n'hésite pas, quand il le faut, à utiliser la force, la guerre. On le voit aujourd'hui. C'est ce qu'il n'a cessé de faire depuis Bandung en assassinant tous les dirigeants des mouvements révolutionnaires et patriotiques africains. Je vais vous en citer quelques-uns parce que souvent les gens ne connaissent pas. Donc c'est l'occasion de découvrir un peu ce qui s'est passé sur notre continent et qui peut assez largement expliquer la situation et l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui au niveau des forces militantes, au niveau des forces révolutionnaires, au niveau des forces alternatives. Donc, au Cameroun, Oumniobé en 1958, des assassinats politiques. Hein. En Centrafrique, Boganda en 1959. Félix Roland Moumié en 1960, encore au Cameroun. Au Congo, Patrice Lumumba en 1961. Au Maroc, Mehdi Ben Barka en 65, en France. En Guinée-Bissau, Amilcar Cabral en 73. Samora Machel au Mozambique en 86. Thomas Sankara au Burkina en 87. Et je vous ai fait les plus connus, hein, les leaders qui sont de premier plan. Mais il y en a bien d'autres, bien évidemment, malheureusement. Comment ? Oui. En plus, s'ajoutent aux assassinats politiques directs et radicaux, évidemment, toutes les tentatives ou les coups d'État réussis qui ont effectivement permis d'éradiquer des processus qui étaient en cours dans un certain nombre de pays. Ces assassinats sont autant de destins historiques contrariés, sans compter les coups d'État fomentés. Je l'avais écrit. Voilà. Force est de constater que toutes les initiatives mises en œuvre à ce jour n'ont attaqué le système qu'à la marge. Alors, des marges qui ne sont pas négligeables, bien évidemment, mais l'objectif était quand même de renverser l'ordre mondial. Hein, et on était numériquement en capacité de le faire, mais on ne l'a pas fait. C'est un peu le débat qu'on a amorcé tout à l'heure et qu'on va poursuivre. Donc,
Ces forces, donc, elles ne l'ont pas remise en cause. L'ordre mondial reste le même et continue ses méfaits ô combien. On voit en direct un génocide qui se déroule sous nos yeux en Palestine et face auquel on est bien malheureusement impuissant à ce jour. C'est une monstruosité qu'on n'avait pas vue depuis bien longtemps. Il y a aussi ce qui se passe en RDC au Congo depuis plus de 30 ans. Il y a ce qui se passe au Soudan, une guerre depuis 3 ans où on est pareil. Vous avez 2 millions de personnes qui sont obligées de quitter leur pays, etc., qui vivent dans les pires conditions. Et en fait, le monde est à feu et à sang. Du fait des méfaits et des monstruosités de cet impérialisme. Et on est bien en deçà de ce qu'il faudrait qu'on soit pour enrayer ce processus. Et la majorité des pays qui se regroupent ne remettent pas fondamentalement en cause le système capitaliste. C'est la suprématie de l'Occident qui est remise en cause, non pas la nature du système qui sous-tend cet impérialisme. N'est-ce pas là le défi qui nous est posé? Et la nature de ce système, c'est le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer à l'Occident sans s'attaquer à la nature du système qui sous-tend cet impérialisme et cet Occident dominant. Et c'est un peu là le problème, c'est là où le bas blesse. Et aujourd'hui, autant hier, il fallait que les pays du Sud s'affirment comme étant faisant partie de notre humanité, faisant partie de l'humanité, aujourd'hui on n'en est plus là. Aujourd'hui il faut un contenu idéologique et politique clair, affirmé, combattant de façon extrêmement tranchée et déterminée le système capitaliste. Sinon on n'y arrivera pas. Il est essentiel que les forces révolutionnaires à l'échelle du continent africain et afrodescendant, des pays du Sud, dans leur globalité, et du monde, qui souhaitent aujourd'hui renverser l'ordre impérialiste, prédateur, guerrier, exploiteur, pose comme socle la nature du système à combattre et celui à construire, au risque de rester longtemps encore dans les désillusions. Je m'excuse de terminer comme ça paraît un peu... ça plombe un peu, mais on est là pour... on n'est pas là... Enfin, on est là pour construire, justement, et on est là pour se dire, bon, voilà, on est arrivé à tel stade, et maintenant, il faut qu'on passe au stade supérieur. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Tu dis que genre c'est dommage en finira, mais je pense que tu dresses un état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé depuis la conférence Bandung et où est-ce qu'on est aujourd'hui qui est clair en fait. Tu parles des initiatives qui ont été faites de par les pays du Sud global et aussi des contre-initiatives ou de la répression en fait, qui a été faite par le système capitaliste, le système impérialiste. Tu as mentionné des choses plus concrètes et directes comme les assassinats et les coups d'État, mais je trouve que quand tu parles de l'adaptation du système capitaliste ou de l'accaparement du système occidental de cette lutte-là, c'est justement ce que tu dis. En fait, si on n'a pas une lignée claire et on n'identifie pas clairement l'ennemi, derrière tout ça, ce qui est le système capitaliste, c'est là où en fait on prend le risque de se faire accaparer dans ce système occidental. Donc je pense que voilà, c'est pas un beau tableau que tu dresses, mais c'est un très beau tableau qui est réaliste et il faut qu'on regarde des choses comme elles sont pour pouvoir ensuite construire sur une bonne analyse des choses. Donc merci beaucoup à toi. On va continuer, je vais donner la parole à Tamara. Pour la prochaine intervention. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Merci beaucoup. J'aimerais commencer en disant que le français, c'est pas ma langue maternelle. Alors j'ai mal à m'exprimer clairement, surtout sur des choses compliquées. Parce que là, on va discuter ou on discute des questions très politiques et il faut que je sois le plus clair que possible. Je vous demande d'interrompre si il y a des choses que j'ai dit qui sont pas très claires. Pour me présenter, d'abord, j'aimerais être très claire. Je parle pas au nom de URC ici. Je suis là en ma capacité personnelle. Mon background, c'est pas que les Nations Unies. J'ai très proche du Parti communiste sri-lankais, c'est mon pays, Ceylan, ancien Ceylan, qui a été un des 5 organisateurs de Bandung.
où la décision a été prise d'organiser la conférence au Colombo, au Ceylan. Alors j'ai aussi milité au Parti communiste sri-lankais, qui était l'ancien parti bolchevique. J'ai aussi travaillé sur le terrain avec le Parti communiste philippine dans les années 80, dans la clandestinité. J'étais aussi proche de PFLP et l'organisation des jeunesses palestiniens. Là, j'ai travaillé avec eux en Inde et j'ai vécu 3 ans à Cuba. Alors j'étais un peu partout. Et là, je suis ici en France et je cherche comment m'impliquer. Voilà, moi je vais adresser les questions qui se posent. C'est posé par le titre de cette conférence, de Bandung au Sud global, et aussi le titre de cette table ronde, lutte et alliance anti-impérialiste vers le multipolarisme. Je pense c'est important d'adresser, je mets l'accent sur l'objectif de cette table ronde et clarifier des concepts, des notions qui sont pour moi pas très claires et pourraient être très ambiguës. Alors si on veut arriver à une lutte et alliance anti-impérialiste, je crois que c'est important qu'on clarifie qu'est-ce que ça veut dire des notions qui se trouvent dans les titres avant de procéder. D'abord, je vais clarifier 2 choses surtout. Une, c'est cette notion de multipolarité. Lutte et alliance anti-impérialiste vers le multipolarisme. Alors, il suppose la multipolarité que c'est un objectif anti-impérialiste, que c'est un objectif révolutionnaire qu'il faut soutenir, vers lequel il faut avancer, et autour duquel il faut organiser nos luttes et nos alliances. Il suppose aussi que la multipolarité est une continuité de l'esprit de Bandung. Alors, il faut poser les questions, qu'est-ce que ça veut dire multipolarité? Ou, en autre mot, c'est la pluripolarité. Et c'est quoi l'esprit de Bandung? D'abord, c'est une question que, par rapport à l'esprit de Bandung, la question aussi, c'est est-ce qu'un monde multipolaire était l'inspiration de Bandung? Alors, le concept, il décrit un ordre mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça décrit un ordre mondial organisé autour d'au moins 3 puissances, au centre de pouvoir. 3 centres de pouvoir, 3 puissances. Monde dominé par une seule puissance s'appelle un monde unipolaire. 2, ça s'appelle monde bipolaire. Alors 3, c'est multipolaire, c'est plus que 3. Il implique aussi qu'il y a une existence d'un accord sur un partage du monde. Donc, entre les différents pays, différents pôles émergents, et des pays, y compris les pays impérialistes, ça veut dire aussi les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union européenne. D'ailleurs, cette idée de multipolarité figure déjà dans la politique étrangère et la politique de sécurité nationale de l'Allemagne. Et cette sécurité, leur politique est basée sur la multipolarité. La notion, il ne met pas en question de domination d'un pays par un autre. Il fait tabula rasa, à mon avis, de la réalité du colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. J'ai aussi des difficultés avec le concept de Sud global qui figure sur le titre de cette conférence. C'est une notion vague, ambiguë et équivoque, utilisée aujourd'hui par tout le monde, y compris par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les think tanks néoconservateurs, comme le Carnegie Foundation et Brookings Institution,
qui sont liés à Robert Kagan, qui est l'idéologue et théoricien des néoconservateurs, qui est par ailleurs l'époux de fameuse Victoria Nuland. Liés ensemble, ces deux notions, la multipolarité et le sud global, ne font que brouiller les pistes et détournent l'attention de la réalité mondiale qui demeure un ordre sous hégémonie américaine fondé sur l'unilatéralisme, un ordre dans lequel il y a ceux qui dominent et qui sont dominés. Le concept de multipolarité est fondamentalement anti-Bandung. Il est en totale contradiction avec la nature anticolonialiste et anti-impérialiste de la conférence de Bandung et l'objectif recherché par ses organisateurs qui sont les 5 pays, Indonésie, Inde, Birmanie, Pakistan et Ceylan. La bataille menée à Bandung était précisément pour la reconnaissance de l'égalité entre tous les peuples et toutes les nations, grandes et petites. C'était une bataille contre l'occupation et la domination d'un par l'autre, contre l'unilatéralisme. C'était une bataille pour un ordre international fondé sur le multilatéralisme, un ordre basé sur le principe d'égalité souveraine et tout ce que ça implique. Alors ça n'a rien à voir avec la multipolarité ou multipolarisme. Qu'est-ce que ça impliquait le principe d'égalité souveraine? Ça implique la réalisation de droits de tous les peuples et nations à l'autodétermination et à la souveraineté permanente sur toutes leurs richesses et ressources, y compris l'activité économique. Il implique le respect mutuel pour la souveraineté, pour l'indépendance et l'intégrité territoriale. Il implique la non-intervention et non-ingérence dans les affaires internes des pays petits et grands. Il implique le non-recours à la force ou la menace de recours à la force, y compris des sanctions unilatérales. Par rapport aux sanctions unilatérales, j'aimerais bien attirer l'attention que les sanctions unilatérales sont illégales selon le droit international. Et pourtant, on applique les sanctions unilatérales aujourd'hui contre tous les pays, y compris la Russie. Personne dit que c'est illégal. C'est comme si c'est normal, et c'est pas normal. Et ça implique aussi la souveraineté, l'égalité souveraine, les résolutions pacifiques des conflits. Bandung était une réponse des pays nouvellement indépendants visant à créer un rapport de force en leur faveur à travers une alliance anticoloniale et anti-impérialiste dans le but de créer une zone de paix et de développement fondée sur un pied d'égalité. Un des objectifs était l'arrêt des essais nucléaires et le démantèlement de bases occidentales, principalement états-uniennes. Le contexte dans lequel le groupe de Colombo, les 5 pays, a décidé de convoquer la conférence afro-asiatique à Bandung était la guerre d'indépendance de l'Indochine contre la France, l'intervention US dans la guerre de Corée et la multiplication entre 1947 et 1955 partout dans le monde des pactes militaires anticommunistes US contre l'Union soviétique. Il y a, y compris la OTAN, c'était pendant cette période l'Alliance Amérique du Nord et l'Europe occidentale. C'était 48-49. Le OTAS, ou le pacte de Manille, était en 54. C'est l'Alliance Asie du Sud-Est, mais avec le US, la France, la Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Australie, et le seul pays asiatique était Philippines et Thaïlande. Ensuite, le pacte de Bagdad, 55, c'est que des exemples. C'est l'alliance Grande-Bretagne, Turquie, Irak, Pakistan, Iran. Et ANZUS, c'est US, Australie, Nouvelle-Zélande. Avec, en même temps, il y avait plein de pactes bilatéraux entre les États-Unis, avec l'Iran, avec l'Irak, avec la République de Chine, c'est-à-dire le Taïwan, la Corée du Sud, le Thaïlande, les Philippines, le Japon. Il y avait trop. La bataille menée à Bandung n'était pas pour un nouvel ordre basé sur des pôles multiples. Je veux être clair là-dessus. Mais un véritable multilatéralisme basé sur ce principe d'égalité souveraine entre petits et des grands. C'était à Bandung
que c'était en fait à Bandung que pour la première fois, le principe d'égalité souveraine entre tous les pays, petits et grands, a été reconnu. Parce qu'avant ça, le traité, c'était le traité de Paris de 1919, entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. On parlait de principe, on parlait de droit à l'autodétermination comme un développement autonome. C'était le traité signé par les vainqueurs, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Italie. Et c'est Bandung qui a développé plus cette notion de droit à l'autodétermination et la souveraineté, l'égalité entre tous les peuples. Tous ces principes de Bandung, à travers le mouvement de nous aligner, avec le soutien de l'Union soviétique et le bloc socialiste, c'est ça qui a fait qu'ils avaient le rapport de force en leur faveur, ont ensuite adopté aux Nations Unies, dans les années 60, 70, 80, plusieurs déclarations qui reflètent ces aspirations des pays nouvellement indépendants. Et en fait, il y a la déclaration de 77 qui s'appelle la déclaration sur les relations amicales, est considérée aujourd'hui comme l'interprétation authentique de Charte des Nations Unies. C'est pourquoi on entend chaque fois que les pays de Sud, quand ils parlent il faut respecter les relations internationales doivent être basées sur le Charte des Nations Unies, y compris le BRICS et la Chine, quand ils parlent toujours de Charte des Nations Unies. C'est parce que c'est l'interprétation donnée par les pays non alignés. Le concept de multipolarité est aussi incompatible avec le multilatéralisme qui figure sur la Charte des Nations Unies. Le premier des 10 principes de Bandung est le respect pour le principe de charte. Et c'était j'aimerais bien citer une très connue, respectée philosophe cubaine, Isabelle Monal, qui a cette chose à dire sur cette notion de multipolarité. Elle dit, c'est une chose de reconnaître l'existence de pôles multiples, d'en explorer le sens, mais c'en est en autre chose d'en faire un centre de lutte pour le changement, comme s'il s'agissait d'une évolution ou d'un développement de type révolutionnaire que nous devrions prôner. Alors, quelle est la pertinence aujourd'hui d'un mouvement de non-alignés, de point de vue révolutionnaire? L'effondrement de l'Union soviétique et le bloc socialiste, la montée du néolibéralisme comme seule alternative et l'émergence d'un ordre mondial hégémonique dirigé par les États-Unis, fondé sur l'unilatéralisme, ont affaibli la position du mouvement de non-alignés. Il a perdu sa cohésion et son influence, ainsi que la capacité qu'il possédait autrefois, grâce au rapport de force, à mettre en œuvre le nouvel ordre international auquel il aspirait. Mais le principe de Bandung reste inspiré des principes qui ont été inspirés par la Chine nouvelle de Mao Tse-tung et articulés par le Premier ministre Zhou Enlai. Il demeure. C'est les 5 principes de coexistence pacifique qui sont la base de la politique de la Chine, toujours, qui continue à être la base. Alors, ces principes restent plus que jamais l'actualité. Mais seulement 3 décennies après la chute, le démantèlement de l'Union soviétique et la chute du bloc socialiste, on est arrivé à une nouvelle situation, crise de capitalisme et son incapacité à répondre aux besoins et aux aspirations du peuple, ainsi que la multiplication des interventions unilatérales, des déstabilisations politiques, des conflits et des guerres, on a vu l'émergence de nouvelles forces menaçantes pour la domination occidentale et pour le capitalisme lui-même.
Alors, il y a aussi, en même temps, il y a deux choses qui se passent. Il y a les crises de capitalisme et il y a quand même une conscience aussi que le capitalisme ne marche pas. Et on n'arriverait pas à ni réaliser ni les aspirations pour le développement ou ni les aspirations pour la paix, la justice sociale. Aujourd'hui, on témoigne d'une émergence d'un nouvel équilibre des forces. Il y a la Chine, l'Inde, la Russie, on parle des BRICS, sont devenus des acteurs internationaux majeurs. Déjà en 2009, au moment qu'Obama décide de pivoter vers l'Asie, la Chine était en train de devenir le deuxième plus grande économie mondiale et l'Asie est devenue déjà à ce moment-là son propre partenaire de commerce. Ils n'avaient plus besoin d'autres régions pour faire du commerce. Et c'est là que les États-Unis décident de pivoter. Et ils ont développé la stratégie Indo-Pacifique et la multiplication de bases militaires pour confronter la Chine. Alors, il y avait différents acteurs de pays qui étaient dotés, qui sont émergés, dotés d'un poids économique qui permet la mise en œuvre actuellement des aspirations du pays du Sud. Ce n'était pas seulement des déclarations de principe, mais il y avait des possibilités d'arriver à une réalisation. Bon, ils ont compris déjà dans les années 50 des pays nouvellement indépendants que ce n'était pas possible d'avoir l'indépendance politique sans une indépendance économique. Et on a vu à l'époque déjà la nationalisation, expropriation et les tentatives d'un développement autosuffisance qui étaient tentées, mais ça a été... la tendance a été réversée avec la montée du néolibéralisme. Aujourd'hui, on voit l'émergence d'un nouveau type. En fait, il y a des mouvements dans l'émergence des nouveaux groupements. Il y a ceux qui sont gauche avec des aspirations socialistes, mais il y a aussi d'autres groupes qui restent des pays capitalistes avec des liens, des élites qui continuent à avoir une relation privilégiée avec les pays impérialistes. Mais on voit une multiplication de différents groupements, comme l'Alliance des États de Sahel. On voit aussi l'intensification de la résistance palestinienne, l'expansion des BRICS et la création de groupes 11 prochains, Next 11, qui vient d'être annoncé, ALBA, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'initiative chinoise, les nouvelles routes de soie, etc. Et la Chine est devenue un nouvel exemple de socialisme comme une alternative crédible et démontre que ce n'est pas la fin de l'histoire. En Inde, le Parti communiste indien marxiste vient d'annoncer qu'en novembre, dans l'État de Kerala, un des États les plus importants de l'Inde, qu'ils vont pouvoir atteindre l'objectif d'éliminer l'extrême pauvreté. Alors là aussi, c'est un État indien qui est dirigé par le Parti communiste indien marxiste. Alors, quelle lutte, quelle alliance vers quel objectif? Malgré les efforts des pays non alignés, l'exploitation d'une classe par une autre, les inégalités, les interventions et ingérences, les agressions, les conflits et les guerres demeurent et se sont même intensifiés. Les pactes militaires américains des années 40 et 50, notamment ceux de l'OTAN, ont joué un rôle important dans les guerres que nous avons connues récemment, de Vietnam à l'Ukraine et encore. Il est temps que nous réalisons que l'égalité et une paix durable au sein des nations ou entre elles ne peuvent être atteintes dans le cadre du capitalisme et de la démocratie bourgeoise, où une partie de l'élite continue à collaborer avec les impérialistes. Comme j'ai dit avant, le BRICS n'était pas créé
pour décoloniser, ni contre l'impérialisme, mais il peut créer un cadre qui peut avancer à la nouvelle phase de décolonisation à travers la dédollarisation, à travers le transfert de technologie et l'application et non-application de conditionnalité dans l'aide au développement. Si nous voulons sérieusement nous engager en faveur de la paix et de la solidarité internationale, nous devons nous attaquer à la cause et pas seulement à ses conséquences. Si les inégalités, les conflits de classe et les guerres sont inhérentes au capitalisme, l'impérialisme étant le summum, et si notre inspiration est pour une paix durable, le capitalisme doit être renversé. Toute autre forme de paix fondée sur l'harmonie entre l'oppresseur et l'opprimé, entre l'exploiteur et la victime, ne mènera qu'à une fausse paix, à l'illusion d'inégalité. Il ne peut y avoir d'égalité là où il y a une classe qui exploite et une classe qui est exploitée. De nouveaux conflits, de nouvelles guerres, et non à une paix durable. Seul le renversement du capitalisme et l'instauration du socialisme peuvent mettre fin à l'exploitation d'une classe par une autre et instaurer une paix durable. Permettez-moi de faire référence à ce qu'étaient les débats du Forum social mondial de Porto Alegre, il y a une vingtaine d'années, entre altermondialistes et anti-mondialisation capitaliste. Le premier disant « un autre monde est possible », c'est à quoi nous répondions « oui, un autre monde est possible, mais seulement avec le socialisme ». Aujourd'hui, face au capitalisme en crise profonde et durable, la réponse doit être plus que jamais le socialisme et non le multipolarisme. Aujourd'hui, des manifestations s'élèvent partout contre la guerre et pour la paix, contre la montée des inégalités, de la pauvreté et du racisme au sein même du centre des capitales. Et parce que le capitalisme est à la cause des luttes des classes et des guerres, parce que c'est l'Occident qui est responsable des agressions contre les peuples opprimés dans d'autres parties du monde, et parce que la confrontation directe entre le capital et le travail a lieu sur le lieu de travail, pas ici dans une salle de conférence, ni dans les universités, ni à la télévision, ni même sur les réseaux sociaux. Si nous voulons servir un objectif, nous devons rechercher, établir un lien organique avec la classe ouvrière, ici en France et là-bas dans le monde, partout là où la lutte se déroule, à travers l'unification de la classe ouvrière internationale. Comme disait Karl Liebknecht, qui a milité aux côtés de Rosa Luxemburg pendant la Première Guerre mondiale, il ne faut pas que les prolétaires combattent ceux d'autres pays, mais la bourgeoisie dans leur propre pays. L'ennemi, disait Liebknecht, est dans notre propre pays. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Tamara. Tu as exposé le temps, mais je t'ai pas arrêté parce que c'était extrêmement riche comme intervention. Et je veux te remercier de vraiment d'avoir pris le temps au début de bien poser les définitions des mots. Parce que je pense que c'est important et tu as raison que si on n'est pas d'accord sur quelle est la définition des termes qu'on emploie pour parler autour de cette table ronde, on ne va pas aller bien loin. Donc c'est déjà très bien, merci beaucoup d'avoir posé ça comme base et d'avoir aussi clarifié que pour toi l'horizon ce n'est pas la multipolarité parce que ça ne change rien au final à la question de la libération nationale, à la question de la souveraineté des peuples opprimés, mais que l'horizon, c'est bien le socialisme. Je vais inviter Magualita à prendre la parole. Bon, merci. Vraiment, je remercie à toute la table parce que chacun donne la base de notre discussion et ce matin, pour moi, était fondamental. Mais je vais lire sur une seule expérience, pour dire comme ça, mais qui me donne plus de tranquillité avec la dernière intervention. Bon, l'Alliance bolivarienne du Pueblo, traité commercial des pueblos à la TCP, a une histoire récente avec des contributions de la révolution cubaine, évidemment, de la révolution sandiniste et de la révolution bolivarienne.
les idées de Martí, Simón Bolívar, Sandino, José Martí, O'Higgins, Bartolina Assis, enfin, plein de gens, avec leur position clairement colonialiste, o sea, anticolonialiste et anti-impérialiste, c'était les principaux responsables de dire, o sea, eux, ils disaient toujours que c'est l'impérialisme nord-américain qui était le vrai ennemi, pour dire comme ça, de notre Amérique. Ils l'ont dit depuis beaucoup de temps. Déjà, l'Europe, à travers les intérêts de l'Empire espagnol, des intérêts français, allemands et britanniques, au moment de son arrivée dans les territoires de notre Amérique, a laissé les traces de ce que le colonialisme primaire du XVe siècle a poussé l'Occident, même dans le continent asiatique et africain. Mais la résistance des peuples de notre Amérique comporte de nombreuses dates et événements qu'il sera difficile de résumer à l'heure actuelle. Cependant, les luttes des peuples indigènes, les luttes des peuples africains qui ont été kidnappés pour être transportés sur le continent américain sont connues, bien que pas suffisamment. L'histoire du continent américain a été écrite par des hommes et quelques femmes qui ont répondu aux intérêts du colonialisme culturel et social et qui s'est répandu dans l'Amérique et les Caraïbes. Ce n'est qu'au XVIIIe et XIXe siècle, avec les processus révolutionnaires en Europe, sur le continent américain, y compris les continents africains, l'Asie et le Moyen-Orient, que divers auteurs ont commencé à s'interroger sur l'impact et les conséquences du colonialisme et de l'impérialisme. Les analyses les plus significatives, à mon avis, ont été la réflexion et les écrits de Karl Marx, évidemment, de Engels, et plus tard Lénine et Mao, sans disqualifier les nombreux auteurs, hommes et femmes, qui ont rejoint et enrichi la pensée révolutionnaire avec laquelle nous essayons aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes au colonialisme et à l'impérialisme américain et autres impérialismes. Pour revenir à notre Amérique, les projets plus récents de résistance anti-impérialiste a été la révolution cubaine. Les luttes des barbus contre la dictature de Batiste, la victoire le 1er janvier 1958 et la victoire ultérieure en Playa Girón en el 61 sont deux moments cruciaux contre l'impérialisme américain. La victoire d'Augusto César Sandino au Nicaragua contre les Marines et la naissance de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Front sandinista de libération nationale, qui à la fin des années 70 a reporté la victoire contre la dictature de Somoza, soutenue par l'Império américain, les retours au gouvernement pour des élections del Frente en 2007 sont des événements significatifs de notre histoire. L'arrivée de Salvador Allende du Chili pour les biais des élections a modifié la mentalité de la lutte armée par rapport à l'arrivée au pouvoir pour les biais des élections. Mais les coups d'État perpétrés contre lui, ainsi que la mise en œuvre du plan Condor dans le sud du continent américain, en Uruguay, au Chili, en Argentine, Paraguay, Brésil, sont des exemples concrets que l'impérialisme américain ne permettra plus de gouvernements révolutionnaires. Sur le titre du livre de l'Uruguayen Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, est très représentative du niveau de souffrance et de lutte des numéros hommes et femmes sur notre continent américain. Du point de vue culturel et économique, notre Amérique a été attaquée par l'imposition des valeurs individualistes, le déni de toute coutume collective ou communautaire, le consumérisme effréné, l'extraction de nos ressources naturelles, l'alignement politique servant les intérêts de l'Empire et l'agression et la persécution constante des projets et des dirigeants révolutionnaires de notre continent. En autres termes, le néolibéralisme a été imposé avec les conséquences les plus terribles,
tels que la pauvreté, l'exclusion, le déplacement des populations, l'établissement de démocraties représentatives très éloignées du peuple, la répression comme arme de contrôle, les assassinats et les poursuites des dirigeants de gauche ou des organisations sociales qui défendent les causes des peuples indigènes, afrodescendants ou la dégradation de l'environnement. Le contrôle de l'extraction et l'appropriation des exportations des ressources naturelles reflètent le deuxième moment d'accumulation du capital pour un pays du Nord ou aux dépenses des pays du Sud. L'impérialisme dans son expression plus claire. Mais à la fin de 1998, Hugo Rafael Chávez Fría arrive au pouvoir au Venezuela grâce aux élections et en 1999, il convoque à une assemblée constituante qui approuve la Constitution pour plus de 80% des voix et l'opposition pourrait croire que cette nouvelle Constitution ne sera pas appliquée. Ça, c'est son grave erreur. Chávez a immédiatement opéré un changement politique dans la nouvelle République bolivarienne du Venezuela pour unir historiquement les peuples frères et les gouvernements révolutionnaires, Cuba et Nicaragua initialement. L'Empire nord-américain voit avec terreur l'intégration politique qui se crée dans notre Amérique et mène une offensive en essayant d'imposer des accords économiques bilatéraux entre les États-Unis et les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Face à cet assaut impérial, les dirigeants de l'Amérique latine et du Caraïbe se sont réunis au Chili et c'est là où Chávez a lancé la célèbre phrase « Fuck de Alca » ou « Al carajo el Alca » ou « à la merde el Alca ». Ainsi, les gouvernements progressistes ont rejeté les approches impérialistes et Bush Jr. a dû partir en sachant qu'il avait été une fois de plus vaincu. La résistance anti-impérialiste des années 2000 a rendu possible la création de l'ALBA, le 14 décembre 2004, à La Habana, à Cuba, pour la signature d'une déclaration conjointe et d'un accord de mise en œuvre signé pour le commandant Hugo Chávez Fría et le commandant Fidel Castro comme le principal idéologue de cette intégration. Avec l'adhésion de la Bolivie en avril 2006, les principes de l'Alliance ont été complémentés pour l'incorporation de l'accord commercial des pueblos, TCP, qui propose un commerce basé sur la complémentarité, la solidarité et la coopération. Nous avons affirmé aujourd'hui l'Alliance bolivarienne pour les pueblos de notre Amérique, traité de commerce des pueblos, existe depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'une plateforme historique et inédite pour l'intégration latino-américaine et caribéenne qui met l'accent sur la dimension sociale. Elle place la personne humaine au cœur de ses préoccupations, fondées sur la solidarité, la complémentarité, la justice et la coopération, unissant les capacités et les forces de ces pays membres. Son objectif est de parvenir à un développement global, assurer l'égalité sociale et de contribuer à garantir la qualité de vie, le bien vivre, l'indépendance, l'autodétermination et l'identité des peuples. Et l'ALBA-TCP est composé d'un conseil présidentiel, qui est l'organe suprême de délibération, de prise de décision et orientation politique au sein de l'Alliance. Et pour les conseils, il y a le conseil politique, le conseil social, le conseil économique et le des mouvements sociaux. Ça, c'est très important pour nous. Les axes transversaux sont, et l'ALBA met l'accent sur la dimension sociale, sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Il vise à régler la dette sociale des pays d'Amérique latine et des Caraïbes à travers des projets sociaux. Dans le domaine politique, l'ALBA intègre de nouveaux espaces de consultation, de coordination et d'accords pour former des alliances stratégiques et présenter des positions communes à des tiers. Elle se caractérise pour la lutte contre l'interventionnisme et la guerre, la promotion d'un changement vers un système international pluripolar et multicentrique. Et l'ALBA
articula et renforce l'organisation des mouvements sociaux pour consolider l'intégration entre les peuples. Elle donne la priorité à la construction d'une nouvelle architecture économique et financière qui met fin aux inégalités existantes pour l'aide du développement et du bien-être social. Mais nous ne pourrons pas entrer dans les détails des réalisations concrètes de l'ALBA TCP au cours de ces 20 dernières années. Mais nous pourrons signifier notamment ce qui concerne les grandes missions sociales telles la mission Miracle, la mission Sourire, qui ont fourni à des millions de résidents des pays et des autres pays de l'Amérique latine des soins oculaires et dentaires gratuits pour tous les patients. Nous pourrons également parler de toutes les actions économiques entre les membres des alliances et autres pays dans les domaines de l'énergie, Petrocaribe par exemple, de l'agriculture, AgroAlba, récemment agrotourisme aussi, et des questions financières comme la Banca de l'Alba. Cela a permis de financer divers projets d'infrastructure, d'agriculture, de tourisme, d'éducation, de santé, également dans les échanges culturels, académiques et scientifiques entre les pays membres. Nous pouvons également souligner que le contrôle hégémonique des médias internationaux occidentaux, impérialistes et des plus fascistes a nécessité la construction d'une hégémonie communicationnelle alternative, avec notre propre contenu et nos propres intérêts qui répondent à la nécessité de faire connaître la réalité, la vérité de notre Amérique. Un exemple, c'est Télésur, de ce côté. Ce n'est pas suffisant, mais à cet égard, nous disposons des communiqués de l'ALBA TCP qui visent à établir les positions sur les événements liés aux pays de l'Alliance et autres pays de notre Amérique et aux justes causes des peuples du monde. Des nouvelles sont également publiées sur le site web de l'ALBA TCP et publiées dans de divers médias alternatifs et presse nationale des pays membres et des autres alliés de l'ALBA TCP. Tous ces aspects mis en évidence dans cette courte intervention démontrent également la politique de l'ALBA dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme exercée pour les États-Unis à leurs pays alliés, principalement latino-américains et européens. Son engagement est de travailler pour parvenir à une justice sociale, économique et politique qui garantisse la paix, la souveraineté, l'indépendance et la autodétermination des peuples dans notre Amérique et dans le monde. Pour cette raison, elle défend et elle propose l'organisation des pays du désormais appelé Sud global et participe activement à la création d'un monde multicentrique, multipolaire, qui voit sa concrétisation dans le renforcement del BRIC+, sans laisser à côté les organisations intégrationnistes telles que le mouvement des pays non aliénés, de PSPAL, ou des organismes d'intégration continentale qui cherchent la transformation del système capitaliste colonial et impérialiste vers un système socialiste communiste qui reflète les véritables intérêts de la majorité des peuples du monde. Et j'ai fini pour dire, apprenons à nous connaître et ouvrons les dialogues pour mener à bien les processus d'intégration entre les peuples, ici représentés aujourd'hui. Et j'ai fait des consignes avant le colonialisme sous toutes les formes, avant l'impérialisme sous toutes les formes, avant le fascisme sous toutes les formes. Vive le peuple palestinien et sa résistance face à l'occupation impérialiste. Viva notre Amérique, de Bolívar, Sandino, Martí, Fidel, Chávez, Ortega. Viva le peuple del mundo. Nous construisons notre hégémonie dans notre Amérique. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini mon exposition. Merci beaucoup d'avoir intégré dans ta réponse non seulement genre votre analyse de la situation en Amérique latine, mais aussi vraiment la réponse en fait que apporte ALBA TCP à cette problématique-là. Et je trouve que dans l'historique que tu as un peu tracé de l'histoire révolutionnaire en Amérique latine, c'est hyper intéressant parce que, comment dire, vos deux interventions précédentes se sont finies pour dire que le problème principal
et l'ennemi principal, c'est le système capitaliste et le système impérialiste. Et en gros, là, ce qu'on apprend aussi, c'est que, il faut apprendre de la lutte, des luttes révolutionnaires qui ont été menées. Et il faut apprendre, comme tu dis, que le système impérialiste, le système capitaliste, ne va pas se laisser remplacer pacifiquement. Il va résister. Et c'est pas par, comme l'a essayé Salvador Allende, de se faire élire et d'avoir une transition pacifique vers le socialisme. Le système capitaliste ne laissera pas ça faire. Donc il faut que nous, de notre côté, on voit comment est-ce qu'on peut lutter concrètement contre ce système. Je vais passer la parole maintenant à Mondel, qui va nous présenter un peu plus de qu'est-ce que fait Kaubuntu et quelle est votre analyse sur cette question. Donc, je suis Mondel, membre du bureau de Kaubuntu, et en fait, je vais respecter la tradition qu'ont instauré les fondateurs de Kaubuntu. Avant chaque intervention, on présente Kaubuntu. Donc, Kaubuntu est un parti indépendantiste et panafricaniste fondé par trois Réunionnais, car aujourd'hui, l'île africaine de la Réunion est toujours une colonie française. À Kaubuntu, nous souhaitons activer la conscience politique et historique du peuple réunionnais. Car, pour citer Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Dans la lignée de nos ancêtres nègres marrons, où qu'ils aient été, que ce soit dans les Amériques ou dans l'océan Indien, on considère que les nègres marrons ont été les premiers à s'opposer au système capitaliste, au système esclavagiste. Donc nous sommes donc dans leur lignée pour le droit à l'autodétermination des peuples, de nos peuples, et pour l'indépendance de nos pays. Nous sommes panafricanistes, donc partisans d'une unité politique, économique, militaire et culturelle de l'Afrique et sa diaspora. C'est un enjeu capital pour plusieurs leaders panafricains qui ont mené des luttes de libération nationale comme Kwame Nkrumah et Amilcar Cabral. Nous sommes aussi internationalistes, c'est-à-dire que nous sommes solidaires avec les peuples qui luttent pour leur souveraineté, leur dignité, leur liberté. Comme Thomas Sankara qui a revendiqué l'indépendance de la Kanaki aux Nations Unies et qui a apporté son soutien au peuple palestinien. Donc maintenant que c'est fait, on peut commencer. Donc moi, dans mon intervention, je vais plus rester focalisé sur la situation des Outre-mer et le colonialisme que subit les Outre-mer français. Voilà. Donc la France, elle est présente aujourd'hui sur tous les continents et dans tous les océans grâce à son passé colonial. Je mets des guillemets parce que on peut remettre en question ce terme, vu la façon dont nos pays sont gérés. À savoir, il y a des massacres et des génocides chez nous. Je pense au massacre de mai 67 en Guadeloupe. Surtout quand on voit la trajectoire du préfet en exercice à ce moment-là. Il s'est formé en Indochine et en Algérie. Il a commandité le massacre de entre 80 et 200 personnes en Guadeloupe. Puis, il a été muté dans la Seine-Saint-Denis où il a créé la BAC. Donc, on peut voir un lien de filiation direct quand on voit comment nos jeunes sont traités. Ensuite, je pense aussi, toujours en parlant de massacre et de génocide, aux stérilisations forcées, aux avortements forcés des femmes réunionnaises, alors qu'à cette époque-là, c'était dans les années 60, l'IVG était illégal dans la métropole. J'utilise métropole volontairement. Je pense aussi aux enfants déportés de la Creuse pour repeupler les zones, les régions vieillissantes de l'Hexagone, de la métropole, on va redire les termes, sachant que la déportation d'enfants mineurs, c'est un des critères de génocide selon les Nations Unies. Ensuite, gestion coloniale, je pense aussi à l'empoisonnement au chlordécone de nos eaux, de nos mers, de nos rivières, de nos nappes phréatiques, également de nos corps pour plusieurs siècles, voire même, selon les dernières études, plusieurs millénaires. Pour ça, la réponse de l'État a été circulée, il n'y a rien à voir. On peut même voir, vu la répression qu'ont subi les militants qui dénonçaient cet empoisonnement-là et l'hégémonie des béquets, les descendants des esclavagistes, c'est fermé là, il n'y a rien à voir. Gestion coloniale aussi, à travers deux institutions qui ont été créées par Michel Debré, qui étaient aussi à l'initiative des stérilisations, des avortements forcés, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le BUMIDOM, qui aujourd'hui s'appelle l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, et le SMA, Service militaire adapté. Deux institutions qui n'existent que chez nous, que dans les colonies. Donc l'ADOM sert à vider, plus simplement à vider nos jeunes, à vider nos pays de ces jeunes, de ces forces vives.
Ils sont obligés de partir pour des cursus scolaires, pour des formations professionnelles, parce qu'au bout d'un moment, on arrive devant un mur quand on reste chez nous. Et le SMA, c'est l'armée qui forme notre jeunesse. Les instances de formation chez nous sont délabrées, clairement, que ce soit la mission locale et compagnie. Et le SMA, qui officiellement est géré par le ministère des Outre-mer, mais ce sont des militaires qui viennent former notre jeunesse et qui distillent l'idéologie impérialiste dans leur cerveau. L'impérialisme français se matérialise par le fait que la France est présente au sein des instances régionales grâce à nos pays, comme la Commission de l'océan Indien depuis 1986 avec la Réunion, ainsi que la Caribbean Community depuis février de cette année, grâce à la Martinique. C'est paradoxal, mais ça permet à la France de nous couper, de nous isoler de nos voisins. Parce que du coup, l'État français influe sur les décisions qui y sont prises pour... elle va servir ses intérêts et pas l'intérêt de nos populations. Parce que je prends l'exemple de la COI, plusieurs projets sont financés par l'AFD, l'Agence française de développement, et par l'Union européenne. Donc, pour paraphraser Thomas Sankara, main qui donne, main qui dirige. Suite, en 83, le président américain James Monroe, en 1823, pardon, il a donné son nom à une doctrine, donc la doctrine Monroe, qui a posé les bases des logiques impérialistes états-uniennes. Elle a été revisitée plusieurs fois, mais ça ne change pas en fait. En gros, elle stipule que toute intervention européenne dans les affaires des Amériques est perçue comme une menace à la sécurité et à la paix. Donc en gros, la Caraïbe et l'Amérique latine, c'est considéré comme appartenant, pour eux, ils considèrent que ça leur appartient. Donc ils gèrent cette zone-là comme ils veulent. Et on le voit très bien au nombre d'interventions militaires dans cette partie du monde depuis la fin du 19e siècle. Quand on prend ça en compte, plus la perte d'influence de la France en Afrique, même si le président nigérien est venu il n'y a pas longtemps, que la garde républicaine a chanté du Peace Square pour lui, la France perd de l'influence. Elle est obligée de se détourner de l'Atlantique et de se tourner, comme les États-Unis, faire un pivot vers l'Indo-Pacifique. L'océan Indien, c'est une zone capitale pour l'impérialisme français. La Réunion et Mayotte lui permettent d'avoir un contrôle sur le canal du Mozambique. Dans cette zone, dans le canal du Mozambique, il y a environ un tiers du pétrole mondial qui circule. Donc c'est pas pour rien que lors de son déplacement dans l'océan Indien, Macron a annoncé le renforcement des effectifs des FASOI, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Je crois que c'est 200 hommes supplémentaires. Le poste de commandement des FASOI est situé à La Réunion et ces forces-là gèrent sous leur responsabilité un quart de la zone économique exclusive française. La France qui est la deuxième puissance maritime mondiale derrière les États-Unis. Macron a aussi profité de son déplacement dans la zone pour établir de nouveaux accords économiques avec Madagascar. Je crois qu'il y a aussi le projet d'une base militaire à Mayotte. Donc, tout ça pour asseoir son hégémonie. On n'oublie pas que la France viole constamment le droit international. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment par rapport aux îles Éparses et au référendum volé à Mayotte. Après, quand on voit tout ça, toute l'agitation qui se crée autour de cette zone, il faut croire que les tentatives d'ingérence, comme on l'entend souvent, ça fait trembler la France. Ça les pousse dans leur retranchement, même si en matière d'ingérence, la France, moi j'estime qu'elle est ceinture noire, un 10e dan. Quand on voit, comme Augustin l'a dit, le nombre d'assassinats politiques et le nombre de coups d'État qui ont eu lieu, fomentés par la France. Donc pour conclure, à Kaobuntu, nous estimons que le panafricanisme nous permettra de sortir sous le joug colonial et impérialiste. Sa mise en place à l'échelle régionale, tout d'abord, avant de l'étendre à l'échelle continentale, comme l'ont fait le Mali, le Burkina Faso et le Niger en créant l'Alliance des États du Sahel. Nous avons conceptualisé notre panafricanisme régional. On l'a nommé l'Afrocéanie, qui englobe la Réunion, Madagascar, l'île Maurice, Rodrigue, les Comores, le Mozambique. Ça représente pour nous une alliance naturelle de par la proximité géographique, la culture, les coutumes et l'histoire commune en fait.
Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la France nous isole au sein de nos espaces géographiques. Elle nous isole de nos voisins. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. Et pendant ce temps-là, nous, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on crée des réseaux de solidarité. Comme avec la tenue de cet événement, avec les différentes organisations ici présentes. Et il est aussi important de former des solidarités, donc ici, chez nous et aussi à l'international. C'est pour ça que nous avons noué un partenariat avec le groupe d'initiative de Bakou, ce qui nous a permis d'avoir une tribune supplémentaire pour propager nos idées. On a pu exposer notre lutte pour l'indépendance de la Réunion, par exemple, il y a quelques semaines à l'ONU. Ubuntu a également intégré le Front international de décolonisation qui réunit des organisations indépendantistes des différentes colonies françaises, mais aussi de différentes colonies hollandaises, comme les îles de Bonaire et de Saint-Martin. Saint-Martin qui est une colonie à la fois française et hollandaise. Et un des axes de travail du Front, ce serait que nos pays soient réinscrits sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies. La loi de départementalisation nous a effacés de cette liste, mais il faut savoir que pour nous, ça ne représente qu'une étape. Notre objectif, c'est l'indépendance de nos pays. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir notre destin entre nos mains. Et notre objectif, c'est l'indépendance, mais c'est surtout et avant tout pour améliorer les conditions matérielles de notre peuple. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mondel. Je trouve que tu as bien complété Tamara a posé le mot Indo-Pacifique, le pivot vers l'Asie de l'Amérique, mais tu as complété en fait en parlant de qu'est-ce que fait la France concrètement par rapport à ça, et c'est important parce qu'on peut être d'accord que l'impérialisme principal aujourd'hui c'est les États-Unis, mais on se trouve en France, donc il faut qu'on lutte depuis la France. Donc c'est important de savoir exactement quel rôle joue la France dans ces colonies et comment est-ce qu'elle s'appuie sur ces colonies pour étendre son influence impérialiste. Donc merci beaucoup. Donc Youssef, si tu es prêt, la parole est à toi. En tout cas, merci pour votre invitation et je suis très heureux de participer à cet anniversaire de Bandung, de cette conférence de Bandung, qui a été tellement porteuse d'espoir et qui est toujours porteuse d'espoir et qui constitue dans l'histoire de l'humanité un jalon fondamental. Un jalon fondamental. Moi, mon intervention est basée sur la déclinaison du Bandung dans les métropoles du Nord. Ce qu'on appelle les métropoles du Nord, ce qu'on peut appeler également le Nord global, ce qu'on peut appeler le Nord d'une façon générale. La question était de savoir comment ce Bandung pouvait se décliner ici. Évidemment, ici, il n'y a pas à proprement parler de territoire à libérer, de territoire du Sud à libérer, mais il existe un Sud. Il existe un Sud, et ce Sud, il est constitué de toutes ces communautés post-coloniales qui sont l'expression justement du Sud dans les Nords. C'est pour ça qu'on parle des Suds dans les Nords. Hein. De la même façon qu'il y a aussi des Nords dans les Suds, à travers ces bourgeoisies complètement occidentalisées et qui dans les Suds reproduisent et perpétuent la domination impérialiste. C'est quelque chose qu'il est important de comprendre, dans la mesure où ça a été un des écueils de l'après-Bandung, justement. Ces Nords dans les Suds. Et ce sont précisément ces Nords dans les Suds qui ont fait échouer, d'une certaine façon, certains des objectifs qui ont été ceux de Bandung et qui, même souvent, ont participé à la répression de ces éléments les plus avancés, hein, bien sûr. En ce qui nous concerne, donc moi, je suis membre de PDH, qui est un média, parole d'honneur, et d'un site, enfin, un QG décolonial, qui est beaucoup plus un mouvement. Et les deux, bien sûr, ce sont les mêmes personnes, les mêmes éléments, sauf que PDH, c'est la version la plus médiatique, qui concerne un média. Sinon, auparavant, j'étais un des membres fondateurs du Parti des Indigènes de la République, des missions civiles pour la protection du peuple palestinien, mais enfin, il y a toujours cette filiation avec le Sud. Donc, l'idée, lorsque nous étions... alors, moi, je ne suis plus, nous ne sommes plus la majorité des membres que j'ai décolonial au Parti des Indigènes de la République, mais les objectifs demeurent absolument les mêmes. Hein. Le pire était juste un moyen d'action, mais les fondamentaux sont absolument les mêmes. Hein. Bon, enrichis par notre expérience, puisque le pire avait été fondé en 2005. Et le QG décolonial, PDH, existe depuis 4-5 ans. Alors, il se trouve qu'à l'époque, nous étions encore le pire, nous avons initié ce qu'on appelle le Bandung du Nord. Nous avons initié le Bandung du Nord, mais ces expériences du Bandung,
c'est la quatrième édition, s'est tenue à Montréal en septembre dernier, continue, se poursuit avec les mêmes objectifs, même si nous sommes maintenant sous une autre dénomination QG décoloniale. C'est précisément parce que nous avons intégré cet élément décolonial qui nous semble fondamental. Donc, pour être plus précis, je vous lirai l'introduction qui fut la nôtre à l'époque où nous avons constitué la première session du Bondong du Nord en 2018. Une session qui s'est tenue d'ailleurs dans cette même ville de Saint-Denis, à la Bourse du Travail. Voilà. Alors donc, je reprends et ensuite ce sera enrichi par ce qui a suivi. Donc il s'agit de la première conférence internationale réunissant des peuples de couleur, donc c'était la présentation du Bandung. Hein. Il s'agit, on parlait là du vrai Bandung, hein, de l'original. Il s'agit de la première conférence internationale réunissant des peuples de couleur dans l'histoire de l'humanité, que les dirigeants des peuples d'Asie et d'Afrique, principalement, puissent se réunir, d'Asie, d'Afrique et, oui, principalement, puissent se réunir dans leur propre pays pour discuter et débattre des questions d'intérêt commun, marque un nouveau départ dans l'histoire du monde. Et on disait, mes frères et sœurs, faites en sorte que cette conférence remporte un grand succès. Malgré la diversité existant parmi ses participants, malgré la diversité existant parmi ses participants. Mais, oui, il y a la diversité parmi nous, qui le nie, mais quel mal y aurait-il à la diversité? Cette conférence n'a pas pour but de nous opposer les uns aux autres. C'est par ces mots que le président Sukarno, à l'époque, avait ouvert cette conférence internationale. Intitulée « Faisons émerger une nouvelle Afrique et une nouvelle Asie ». Dans la ville indonésienne de Bandung, 1955, il s'agissait de la première réunion. Alors, en ce qui nous concerne, du 5 au 7 mai 2018, le comité de Bandung du Nord a organisé, donc je mets ça au passé, hein, a organisé une conférence internationale à Paris, s'inscrivant dans l'esprit de la conférence de Bandung de 1955. Ce sera donc la première conférence internationale de personnes de couleur prenant à bras-le-corps les questions concernant les non-blancs vivant dans le Nord global afin de discuter de problématiques qu'elles ont en commun. Le Nord global fait référence donc aux pays d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord et d'Océanie. Alors il y a des dénominations nouvelles, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Hein. C'est une définition qui est reprise officiellement, y compris dans les manuels scolaires d'ailleurs, hein, mais qu'on appelait également le Nord avant, ou le Sud, le tiers-monde, ou les pays les moins avancés. Pour le Sud global, c'était les pays les moins avancés, mais enfin bon, l'idée est la même. Aujourd'hui, de larges communautés du Sud global vivent au sein de leur métropole, des métropoles du Nord. Sur 800 millions de personnes vivant dans ces pays, on estime le nombre de non-blancs à 160 millions. Ils font l'expérience du racisme dans toutes les sphères de la vie, tel un rappel constant de la continuité de l'héritage colonial. Le racisme ne se manifeste pas uniquement à travers des discriminations sur la base de la couleur de peau, mais également sur la base de la religion, de l'origine, de la culture. Le racisme se retrouve également dans les domaines de la santé, du logement, du monde du travail, où les non-blancs se retrouvent toujours en position d'infériorité par rapport aux blancs. Le racisme se traduit par la ségrégation sociale, spatiale. Il se manifeste dans le système politique qui prive les non-blancs de parole et impose un récit dominant sur le terrorisme qui facilite la montée d'un État policier et cible les personnes non blanches. Et on se rend évidemment compte aujourd'hui, en ce qui concerne la solidarité avec la Palestine, vous le savez, 650 personnes sont poursuivies pour des faits de solidarité avec la Palestine. 650 personnes, c'est inouï. Et bien évidemment, pour des faits de solidarité avec la Palestine, et bien évidemment, vous ne serez pas étonnés si je vous dis qu'aucune personne n'a été poursuivie pour apologie de génocide. Aucune personne dans ce pays n'a été poursuivie pour avoir soutenu ce qui est expressément défini, selon des codes internationaux, comme étant un génocide. Alors, le racisme se traduit par la ségrégation sociale, il se manifeste dans le système politique, etc., ça je l'avais dit. Voilà. D'un État policier et qui cible les personnes non blanches. Il se manifeste dans la culture qui promeut le concept de supériorité de l'Occident, et on s'en rend compte tous les jours, bien évidemment, et d'infériorité du reste du monde, impose l'assimilation et instrumentalise la diversité. Alors la diversité, c'est un mot qui, évidemment, que l'on peut discuter, mais on le voit tous les jours, où on a affaire aujourd'hui à de l'idéologie brute. Auparavant, l'impérialisme, puisque évidemment, nous sommes un mouvement anti-impérialiste, et j'insiste là-dessus, nous ne vivons pas en système capitaliste, nous vivons en système impérialiste. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à des camarades.
peu regardant d'extrême gauche, pas présent parmi nos camarades ici, hein, mais plutôt de tendance trotskiste. Je n'ai rien contre les trotskistes, ce sont des camarades, bien évidemment. Mais certains groupements trotskistes qui ont tendance à axer uniquement sur le capitalisme, mais ce qui est tout à fait juste, sur le capitalisme, comme cela a été dit, mais oublieux trop souvent de la dimension impérialiste. Nous vivons en système impérialiste, nous ne vivons pas en système capitaliste. Et ça implique, l'impérialisme, ce n'est pas l'extérieur. Contrairement à une idée reçue, il n'y aurait pas le capitalisme à l'intérieur et l'impérialisme à l'extérieur. Non, non, nous vivons l'impérialisme aujourd'hui, au moment précis, ici et maintenant. Dans les usines en France, c'est l'impérialisme qui agit, c'est pas uniquement le capitalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de comprendre cela, parce que ça crée des gaps, et ça crée surtout des dissensions qui sont apparues, et j'en veux pour preuve, de façon extrêmement brutale en France, entre certains secteurs d'extrême gauche, à partir de 2005, en ce qui concerne un certain nombre de lois racistes islamophobes, où on a assisté à cette aberration politique où ce sont des militants d'extrême gauche qui ont revendiqué les lois racistes islamophobes. Je ne sais pas si tout le monde comprend que ce qui s'est passé et qui a ouvert la vague de comment appelons ça, parce qu'on va tomber dans fascisation, fascisme, etc. En tout cas, globalement, on va dire de fascisation, de fascisation. Cette vague de fascisation date précisément de 2004. Alors, ça ne voulait pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas un processus, mais cette vague que l'on traverse aujourd'hui et qui a ouvert la voie à un autoritarisme complètement débridé, rappelons-le, a commencé par cette loi de 2004, loi islamophobe, sur le port des signes religieux à l'école, contre le foulard, enfin contre le voile. C'est très important de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, évidemment, c'était rose, on est bien d'accord, mais précisément, ce tournant hyper fasciste, et ça c'est absolument incroyable, l'histoire retiendra qu'il a été initié par des militants d'extrême gauche. Et tout le reste a suivi. Cette criminalisation, cette brutalisation a d'abord ciblé les musulmans pour ensuite s'étendre évidemment à d'autres couches. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, ces autres couches blanches ne subissaient pas évidemment la répression, bien sûr que si, mais on a bien vu que cette violence extrême a d'abord frappé ces populations musulmanes par rapport aux lois sur les signes religieux, par rapport à la Palestine. Le grand jalon, c'est 2014, avec la répression très brutale de nos manifestations, notamment la manifestation de Barbès, que nous avons appelée la bataille de Barbès, avec la police qui s'est déchaînée littéralement de façon complètement inouïe contre des femmes et des enfants, etc. Alors que, je le dis, le reste de la classe politique est restée spectatrice et n'a pas du tout bougé, y compris des secteurs de gauche et d'extrême gauche. Et ensuite, cette brutalisation s'est étendue, vous savez, rappelez-vous, aux grèves contre les retraites, etc., etc., etc. Mais ça a marqué vraiment un tournant considérable qu'il est indispensable de comprendre. Le racisme n'a pas été uniquement une superstructure. Il a été réellement au cœur même de l'action politique, parce qu'évidemment, ce racisme n'est pas quelque chose fait pour, comme on le dit trop souvent, pour détourner des vraies questions. C'est la question. Mais on pourra y revenir. Enfin, c'est la question dans les métropoles impérialistes. Alors, le racisme donc se traduit par la ségrégation sociale, il se manifeste dans le système politique, etc. Donc les communautés non blanches du Nord, je reviens à nous, sont porteuses d'une diversité d'expériences historiques, le génocide indigène et la spoliation des terres, l'esclavage transatlantique et d'autres formes de migration forcée, l'immigration actuelle due aux guerres coloniales et une pauvreté et des inégalités aggravées. En retour, elles ont amené une diversification des mouvements sociaux et ont proposé leur propre récit quant à leurs oppressions et exploitations. Le Bandung du Nord a pour objectif de proposer l'idée d'une internationale décoloniale qui scellerait une alliance politique entre les mouvements décoloniaux d'Occident. Il s'agira de forger les projets et les outils de lutte et de résistance face d'une part à la montée des nationalismes suprémacistes et de l'ultralibéralisme. Évidemment, tout ça se trouve au cœur de l'ultralibéralisme et de cette offensive ultralibérale que le monde traverse depuis évidemment un certain temps, particulièrement depuis l'effondrement de l'URSS et des pays socialistes, bien sûr, et d'autre part, à la poursuite de la domination impérialiste sous toutes ses formes. Cette conférence comportera des sessions plénières avec 4 intervenants principaux. Donc, à l'époque, il y avait Angela Davis, Fred Hampton Jr., Ramon Grossfogel,
enseignant responsable du département d'études ethniques de Berkeley, et Elie Domota, donc un grand militant syndicaliste guadeloupéen, et qui était intervenu par visioconférence, lui. Menja Davis était présente, Fred Hampton Jr. également, Ramon Grossfogel, et qui était aussi fait sous l'égide de nos grands prisonniers politiques et combattants de derrière les barreaux, hein, Georges Emery Abdallah, que vous connaissez sans doute, hein, comme Léonard Pelletier, qui heureusement vient d'être libéré, et Moumia Abou Jamal, qui étaient un petit peu les parrains, hein, les parrains de ce Bandung du Nord, et qui en avaient été informés, et qui avaient donc fait des déclarations, chacun concernant ce Bandung, et de solidarité avec ce Bandung. Et voilà. Alors cette conférence, donc je l'ai dit, hein, les différents ateliers exploreront différentes thématiques allant de la montée de l'État policier jusqu'au rapport entre les mouvements sociaux des communautés noires, indigènes, roms, asiatiques et islamiques. Alors islamique, on veut dire musulmane, islamique, mais c'était pour préciser. Le comité organisateur de cette conférence est composé, etc., du réseau décolonial international et de militants vivant en France, donc principalement nous à l'époque, hein, le pire, mais aussi avec des alliés, hein, voilà, dont certains sont même présents dans la salle. Alors, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ce Bandung du Nord. Depuis ce Bandung du Nord de 2018, 3 autres éditions ont eu lieu, pas aussi fournies, mais toujours bien sûr dans le même esprit de la constitution de cette internationale décoloniale, à laquelle nous participons, parce que nous participons également à un réseau qui s'appelle DIN, Decolonial International Network, un réseau décolonial européen, situé dans plusieurs pays européens, notamment donc, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne et d'autres pays. Et donc, une session a eu lieu après cela à Barcelone, Barcelone, Bruxelles, Montréal, et sans doute une prochaine à Grenade. Puisque, alors qui n'a pas encore été définie, puisque cette année, nous allons organiser pour la première fois à Paris une université décoloniale. C'est ce qui a fait que, bon, ça a remplacé un petit peu, qui se tiendra à la fin du mois de juillet prochain, la première université décoloniale, voilà, avec un grand nombre d'intervenants et sous l'égide de Gramsci et Fanon. Hein, sous l'égide de Gramsci et Fanon. Ça se tiendra donc très certainement à Pantin, une commune non loin d'ici. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, ce qui est important dans toute cette affaire, et le lien avec le Bandung, c'est toujours cette même idée, c'était de comment faire vivre aujourd'hui au sein de nos métropoles Bandung, que Bandung ne soit pas uniquement une référence lointaine, et surtout l'idée que le Bandung est aussi présent dans les métropoles impérialistes. C'est pas quelque chose qui concerne la politique extérieure, qui concerne les affaires étrangères. Alors bien sûr, nos gouvernements sont directement impliqués dans le Bandung, en étant ennemis évidemment du Bandung, hein, c'est les gouvernements dans lesquels nous vivons, mais les communautés issues post-coloniales, que nous appelons également non blanches, alors blanche étant un rapport social évidemment, qui n'a rien à voir avec la couleur, bien sûr, hein, comme on est obligé à chaque fois de le répéter, hein, ça n'a rien à voir avec la couleur. Il y a dans des communautés non blanches des gens qui sont plus blancs que certains blancs de couleur, voilà, si je puis dire. D'accord ? Voilà, oui, exactement. C'est comme c'est les Suds dans les Nords et les Nords dans les Suds, ou pour paraphraser un petit peu ce que Ramon Grossfogel avait dit, les êtres et les non-êtres, puisque les peuples du Sud sont considérés comme des non-êtres. Bien évidemment, et on pourrait tracer une ligne horizontale qui déterminerait donc les non-êtres, les êtres, mais dans le monde des êtres, il y a aussi des non-êtres, etc., et ainsi de suite. Vous voyez ? Alors, ceux qui ont droit à une vie totale. Alors, une vie, ça ne veut pas dire que leur vie est... Encore une fois, quand nous disons les blancs et les non-blancs, cela ne veut pas dire que les blancs seraient des ennemis. Bien évidemment non. Les prolétaires blancs ne sont pas des ennemis, mais sont porteurs de privilèges que l'impérialisme leur octroie, même s'ils ne l'ont pas demandé, et même s'ils ne le voulaient pas. Mais bien évidemment, dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'un logement, etc., même s'ils ne le veulent pas, ils sont porteurs de cela. Il y a une préférence qui est faite. Alors, même s'ils sont très pauvres, et nous sommes à nouveau dans un rapport colonial
puisque dans les colonies, c'est un petit peu ce qui se passait. On pouvait avoir des gens des colons extrêmement pauvres, enfin des pieds noirs, par exemple, si je prends le cas de l'Algérie, très pauvres, comme la mère d'Albert Camus, là, à chaque fois, nous sort, effectivement, qui était sans doute très pauvre, femme de ménage, mais sans même le vouloir, elle était porteuse de privilèges par rapport aux Arabes, même si ces Arabes avaient un niveau de vie en apparence supérieur. Hein. Donc voilà, il s'agit bien de privilèges non blancs, pour que je sois bien compris, hein, il ne s'agit pas, comme cela est caricaturé, je suis sûr d'avoir une entente parfaite avec vous, mais de ce point de vue, hein, d'une définition qui serait une séparation entre blanc et non blanc de couleur. Ça, c'est pas vrai. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on pourrait revenir sur les questions, sur les échanges, parce que c'est justement, c'est riche de débats, tout cela. C'est riche de débats parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de faire comprendre, surtout ce rapport de décolonialité. Si je prenais un exemple pour exprimer cette décolonialité, qui a beaucoup affecté l'avenir des pays décolonisés, et pas décolonialisés. Décolonisés, il peut y avoir une décolonisation sans décolonialité. C'est par exemple le fait qu'un certain nombre de pays indépendants aient adopté le schéma de l'État-nation, de type occidental, sans réfléchir à d'autres formes d'organisation. Alors certains l'ont essayé, on peut penser à Kadhafi, en Libye, qui a essayé de mettre autre chose avec la Jemaïa islamique, enfin la Jemaïa libyenne, qui était une tentative de rompre avec l'État-nation classique. Hein, alors, on pense ce qu'on en veut, mais c'est un fait. D'autres aussi ont tenté, la révolution bolivarienne a essayé aussi d'initier d'autres formes, voyez-vous. Mais si je devais prendre un exemple de ce que peut être un objet de décolonialité, c'est cela. Comment imaginer d'autres formes d'État, puisqu'on sait bien que l'État-nation est porteur de quantité de problèmes qui se sont révélés, qui se sont avérés dans la suite des décolonisations. Hein. Donc, par exemple, la décolonialité, c'est par exemple réfléchir à autre chose qu'à l'État-nation classique. L'État-nation qui, je le rappelle, dont le modèle principal est la France, hein, c'est la Révolution française qui a institué l'État-nation. Il n'y a pas d'État-nation, c'est très récent cette formation. Comment se fait-il que les pays décolonisés aient adopté aussitôt l'État-nation sans réflexion? À l'époque de Louis XIV, on ne parle pas de l'État français, Louis XIV, par exemple, n'a jamais dit mon peuple, il disait mes peuples. Il disait mes peuples, c'est-à-dire que le rapport n'était pas du tout lié à la frontière, à l'État, au territoire, mais était lié au rapport d'allégeance avec un souverain. Mais c'est intéressant de voir à partir de quel moment... alors, c'est toujours un petit peu problématique parce que ça a eu des conséquences très graves. Parfois, des guerres civiles, des choses comme cela. Voilà. Mais je pourrais prendre d'autres exemples. Dans les formations politiques, aujourd'hui en France, Alors, nous avions, au Parti des indigènes de la République, repris aussi cette expression indigène qui faisait peur à beaucoup. Et évidemment, c'était une provocation. Le problème n'était pas de dire du tout que nous vivions la même situation que dans les colonies. Non, ça aurait été obscène quand même. Bien sûr que non. Mais c'était de dire que le rapport que l'État entretenait avec les populations post-coloniales, eh bien, était un rapport qui avait un parfum d'indigénat. Un parfum d'indigénat, voyez-vous, dont nous n'étions toujours pas sortis et dont nous ne sommes évidemment pas sortis. Et je dois même dire une chose, c'est que la situation par rapport à 2005 s'est considérablement aggravée. C'est-à-dire que je pense que nous avons raison plus. Et nous avions raison. Et la situation est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, le jeu de mots qui se faisait avec le mot « pire » n'était pas non plus fortuit. Les gens disaient « oh, pire, c'est le pire ». On disait « oui, bah rigoler ». Le résultat, on l'a aujourd'hui. Et je me souviens très bien qu'à une conférence où Yaboutelja, qui est notre porte-parole, qui est aussi de QGD colonial, eh bien, avait dit oui, nous allons vers le pire. Et vous allez voir. En 2005, les gens riaient. Non, il y a des lois. Regardez ce qui se passe. Hein, regardez ce qui se passe actuellement. On a un fascisme cru qui s'exprime comme ça, sans aucun phare. On a des ministres de l'Intérieur et autres qui vous disent des choses, mais... Alors, sans doute, le fascisme n'est pas encore au pouvoir, mais l'extrême droite est au pouvoir. Merci beaucoup pour ton intervention. Et de nous rappeler aussi que l'anti-impérialisme, la lutte anti-impérialiste, c'est pas seulement de faire de la solidarité avec des luttes communistes ou des luttes ou de mouvements de libération nationale dans d'autres parties du monde, mais ça se passe aussi ici, au centre des centres impérialistes. Donc merci à toi et merci à vous tous encore une fois. J'ai l'impression qu'on a
on n'a pas un tableau très large qui nous rappelle de c'était quoi les initiatives d'alliance anti-impérialistes qui ont lieu depuis Bandung et c'est quoi un peu les conditions de lutte actuelles qu'on a. Et j'espère que la troisième table ronde va nous permettre d'aboutir sur cette question-là aussi.